La radio de la communauté en direct du studio central, moi c'est Djinewis. Retour sur ce plateau avec notre ami Guy Mafimba. Vous vous rappelez que l'autre jour, notre émission avait été interrompue et que nous n'avions pu la terminer partie remise, dirait-on. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, chers amis, pour continuer le débat que nous avions commencé déjà à engager avec notre ami Guy Mafimba, qui est déjà dans ce studio virtuel de la radio de la communauté. Avec Guy, nous parlons de des grands travaux de M. Jean-Jacques Bouya, triste anniversaire d'une anarque au sommet de l'État. Nous avions déjà à l'époque commencé à expliquer aux auditeurs, Guy, vous allez le voir, donc il est là sur le plateau. Guy, nous pensions déjà à l'époque, il y a quelques jours, non, quelques heures, que ce n'était qu'une anarque, que le Congo, c'est ce que vous expliquez aux auditeurs, que le Congo s'était inspiré de l'expérience de la Côte d'Ivoire, mais que malheureusement, qu'ils n'ont pu transposer dans la réalité congolaise. Absolument. En tout cas, bonsoir, Monsieur Jean-Lewis. Merci pour l'invitation. Je tiens à dire aussi mes salutations à tous ceux qui nous suivent ce soir et qui nous suivront un peu plus tard. Effectivement, nous sommes sur ce dossier, sur cette thématique, Grands travaux, triste anniversaire d'une arnaque au sommet de l'État. Et nous avions commencé à dire dernièrement que ce titre, en fait, cette thématique n'était en rien une thématique, on va dire, odieuse. Bien au contraire. Cette thématique, je disais la dernière fois, illustre parfaitement ce qui s'est passé avec cette organisation, enfin, cette structure des grands travaux. Et surtout, j'étais en train de dire qu'il y a tout dernièrement un quotidien français, pas des moindres, Libération, titrait à la une que l'élite congolaise de la République du Congo-Brazzaville fonctionnait comme une mafia. Et donc, à travers les grands travaux, nous allons essayer ce soir de démontrer que les grands travaux sont un des instruments mis en place par le régime de Brazzaville au sortir de la guerre pour organiser toute une mafia qui a consisté, en tout cas, qui consiste, parce que ça continue malheureusement, à piller le pays et à enrichir un certain nombre de dignitaires dans notre pays. Voilà un peu ce que je voulais dire d'emblée. Voilà, merci donc à vous, Guy Mafimba, pour votre disponibilité, car je sais que vous êtes un homme de plateau, et ce n'est pas du tout facile de vous avoir. Alors, Guy, nous allons donc poursuivre ce débat sur une autre question qui préoccupe les Congolais dans cette histoire de grands travaux. Nous parlons de la structuration et de la gestion de ce projet. Alors, comment ce projet Grands Travaux a-t-il été structuré au niveau gouvernemental? Je sais que vous n'êtes pas Alors, un ministre ou un membre du gouvernement, mais vous pouvez nous faire une idée de ce qui se tramait, ce qui avait été recommandé à ces gouvernants. mais bien entendu, parce que en tant qu'acteur politique et citoyen congolais, on ne peut que se préoccuper de cette structure appelée Grands Travaux, d'autant plus qu'elle a une responsabilité, en tout cas cette structure, les Grands Travaux, dans ce que nous appelons la dette odieuse du Congo-Brazzaville. Nous allons y revenir durant toute cette émission. Donc, comme nous disions la dernière fois, les Grands Travaux, c'est une inspiration de la Côte d'Ivoire. Ce sont deux ou trois dignitaires qui sont partis du côté de la Côte d'Ivoire pour regarder comment, au sortir de la guerre, faire en sorte que le pays qu'ils ont détruit, le régime de Sassou Nguesso, qu'ils ont détruit Absolument. en provoquant un coup d'État, qu'ils ont détruit, comment ils pouvaient reconstruire le pays. Ils reconstruisent le pays, c'est-à-dire le doter des infrastructures routières, des infrastructures énergétiques, des infrastructures hydrauliques, aménager, sinon reconstruire les municipalités, notamment Brazzaville, qui a été détruite et autres. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont eu une très bonne intention d'aller, comme on n'invente pas la roue, d'aller s'inspirer de ce qui se passait de mieux, en tout cas en Côte d'Ivoire. Et je disais encore que ceux qui ont eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire se sont rendus compte que ce pays est très avancé, en tout cas en matière d'infrastructures routières, énergétiques et autres. Parce que sous l'ère Houphouët-Boigny, dans le premier ministre, l'un des premiers ministres, c'était Alassane Ouattara, ce pays avait réussi comme ça à se doter des infrastructures dans tous les domaines. Alors, donc, pour revenir à votre question, les grands travaux, c'est en 2003. En 2003 que le régime de M. Sassou Nguesso, il sortait de la période de transition qui a duré de 97 à 2002.
et il s'engageait dans son premier fameux, euh, comment on appelle ça, son premier programme, son premier mandat, entre guillemets, usurpé, il faut le souligner, la Oui. Nouvelle Espérance. Et c'est dans ce cadre-là qu'il s'est doté en 2003, des grands travaux, qui était une structure, en fait, logée au sein de la présidence de la République. C'est ce qu'on appelait à l'époque la délégation des grands Des grands travaux, travaux. Oui. dirigée déjà par Jean-Jacques Bouillard. Et une fois que j'ai dit cela, il faut dire aussi qu'un point essentiel, les grands travaux sont créés dans un contexte très favorable pour le Congo-Brazzaville, parce qu'en 2002, ce pays, le Congo-Brazzaville, va bénéficier de l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté, dans une magouille pas possible avec les Chirac et les DSK. Je n'y reviens pas. Oui. Bref, le Congo a vu sa dette effacée, quasiment, effacée. Donc, une marge de manœuvre financière considérable. Il y a une stabilité politique parce qu'il y a cessation des hostilités dans le Pôle et ailleurs. Et un peu plus tard, en 2007, il y aura le choc pétrolier. Donc, le Congo se retrouve avec une signature crédible pour aller s'endetter et autres, avec une stabilité politique pour véritablement travailler. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle lançait les grands travaux. Voilà. Mais non, ces grands travaux avaient une vision inspirée encore de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire doter le Congo des infrastructures routières, énergétiques, hydrauliques, et un peu plus tard, comment on appelle, relancer ce qu'on appelle à l'époque, enfin, ce qu'on appelle la municipalisation accélérée, qui avait été entamée par le président Pascal Lissouba à Pointe-Noire. La municipalisation accélérée consiste tout simplement à doter nos villes, nos campagnes et nos villages des infrastructures, on va dire, urbaines, mais surtout à intégrer dans cet aménagement du territoire des projets économiques viables pour à la fois non seulement doter des infrastructures municipales, mais surtout aussi doter des infrastructures, des unités de production pour faire en sorte qu'on puisse créer comme ça une espèce d'économie réelle. Oui. Voilà. Donc, ce qu'il faut commencer pour décrypter, je pense que le mieux serait de décrypter les grands axes des grands travaux, que c'est Euh, doter les grands objectifs des grands travaux. c'est cela, Par oui. exemple, on peut commencer par ce que M. Bouya appelait le boulevard énergétique. On Boulevard. devrait faire du Congo un pays doté d'une capacité énergétique où tous les Congolais devraient avoir accès à l'électricité. Le boulevard hydraulique, l'eau, les boulevards routiers. Et on descendra un peu plus tard sur des projets, on va dire, des projets ciblés comme les nouveaux villages agricoles, c'était pour l'indépendance alimentaire, voilà. Donc, on va essayer comme ça d'aller de manière méthodologique, j'estime, hein, pour Allez-y. décrypter et arriver à cette conclusion que ça a été une grosse arnaque de l'État. Euh, Alors, monsieur, donc, nous parlerons de la stratégie dans la sélection même des projets. Hein, voilà. les Bon, priorités. Hein, quels sont les critères qui ont prévalu justement à cette sélection? C'est à vous. exactement. Bon, prenons par exemple le projet du boulevard énergétique. L'idée, c'était de doter le Congo après la guerre, parce que, comme j'ai dit tantôt, M. Sassou Nguesso a eu comme ça, a déclenché un coup d'État qui a détruit le pays, qui a détruit, à l'époque, on avait le barrage comment on appelle, Sunda le barrage de de Mukukulu. Djoué Joué. et de Mukukulu, qui, me semble-t-il, que les Congolais avaient accès à l'électricité de manière plus ou moins fiable. Et l'un on va dire, des projets à la fois ambitieux, mais et emblématiques de l'arnaque des grands travaux, c'est le barrage d'Imbulu. Le barrage d'Imbulu qui a été inauguré en 2011, monsieur Jean-Lewis. Ce barrage a coûté plus de 300 milliards de francs CFA. Ce barrage a été cédé à une société chinoise, le SMEC, la SMEC ou le SMEC. Et on dit même qu'il n'avait Le... aucune expérience en la matière. Exactement. Alors, ce projet est emblématique pour quelle raison?
déjà le coût, 300 milliards de francs CFA qui devait dégager 120 mégawatts. Et lorsque vous revenez, si vous avez le VAR, lorsqu'on a inauguré ce barrage, l'idée c'était de dire le Congo va même vendre l'électricité à la RDC parce que nous aurons une surproduction énergétique. Mais vous avez dit tantôt quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Bouya, lorsqu'il crée les grands travaux, ce que je dois signaler, c'est quoi? C'est que lorsqu'on crée les grands travaux, un des critères, une des exigences, c'était de dire tous les projets qui dépassent 500 millions de francs CFA automatiquement tombent au sein de la structure grands travaux. Tous les travaux, de quel que soit le ministère, les grands travaux. Donc là, nous sommes à 300 milliards. Et monsieur Bouya, avec la complicité, bien entendu, du chef de l'exécutif, monsieur Sassou Nguesso, et les autres, ont mis en place un système mafieux qui a consisté, au niveau du marché, de la passation des marchés, de favoriser des entreprises de droit congolais ou des entreprises chinoises, mais dont ils sont en réalité actionnaires. Les actionnaires, voilà. Ce qui fait que, dans le cas typique, par exemple, lequel on doit parler de manière factuelle pour que ceux qui nous suivent nous comprennent pourquoi nous sommes en train de faire ces accusations. Donc, cette société chinoise MEC, c'était le premier chantier qu'ils ont eu dans la construction d'un barrage hydraulique. Donc sans expérience du tout. Sans expérience. Parce que lorsqu'ils ont commencé à travailler, il est arrivé un moment où c'est un contrôleur, une société de contrôle allemande, ça s'appelle Fischtren, enfin, excusez-moi, je ne connais pas très bien l'allemand. Bon, bref, c'est cette société allemande, lorsqu'ils ont commencé à faire un contrôle avant la remise clé en main de la structure, se sont rendus compte qu'il y avait des défauts, il y avait des dysfonctionnements en termes de construction d'un barrage hydroélectrique. Alors, ça nous a coûté encore un peu plus cher. Mais en résumé, en prenant cet exemple, qu'est-ce que je voulais démontrer? Je voulais démontrer d'abord le choix non pertinent du site pour construire ce barrage. Parce que ce barrage, si véritablement il y avait une continuité de l'État, M. Sassou Nguesso aurait pu continuer ce qui a été déjà fait sous le président Lissouba, c'est-à-dire les études de faisabilité, pour construire le barrage de Sounda, qui avait une production... une grande capacité. Hein, Voilà. Prospective, qui était beaucoup plus intéressante en termes de capacité de production d'énergie. Il a préféré le barrage d'Imbulu dans les plateaux. Donc, la non-pertinence sur le choix du site. Deuxième chose, la non-pertinence... C'est quoi, Guy? C'est le tribalisme ou quoi? Mais on peut le dire, parce que M. Sassou Nguesso, au sortir de la guerre, s'est dit que, comme il veut conserver le pouvoir, on va dire des sites stratégiques, il ne voulait plus les laisser dans la partie sud du Congo-Brazzaville. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, on y reviendra certainement, pour Maya Maya, qui devait être délocalisé dans la partie sud. On y reviendra, par exemple, sur la télé Combo, qui a été implantée en plein... Voilà. Donc, il y a comme ça des visées ethnocentristes qui ne disent pas son nom. Donc, non-pertinence au niveau du choix du site, non-pertinence au niveau du choix de l'opérateur chinois, et non-pertinence au niveau pas non-pertinence, plutôt une espèce de mafia qui s'est mise en place pour siphonner le coût de cet ouvrage. Mais le plus grave, c'est là où va commencer les difficultés, sinon l'enfer du Congo-Brazzaville. Ce projet a été financé à 100% par le gouvernement chinois, dans ce qu'on a commencé à appeler un peu plus tard, qui a été finalisé, le fameux partenariat Chine-Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, on finance des projets, ce sont nos entreprises qui viennent
ce sont nos matériaux qui viennent et en contrepartie, l'État congolais va nous reverser, en contrepartie, ce sont nos matières premières stratégiques comme le pétrole ou les mines. Donc le C'est ce qu'on contrat, appelle, Guy, je voulais voilà, avoir l'esprit net. Le contrat est signé entre le gouvernement congolais et la Chine. Est-ce que la oui. Chine pourvoit directement l'expertise, donc la suivi et autres, les entreprises? Est-ce que ces entreprises sont négociées par le gouvernement chinois en Chine ou par les Congolais qui y vont négocier sur place? Ce sont les Congolais, malheureusement, qui vont négocier sur place. Et généralement, on s'est rendu compte, avec les grands travaux, qu'on prenait le moins qualifié, le moins disant, en prenant la précaution que des rétrocommissions Mhm. devaient être versées à la partie congolaise. Et donc, voilà comment est né, à travers ce projet, Imbulu, en 2011, c'était le projet le plus emblématique dès 2011, est né cette arnaque à travers les grands travaux où tout le monde se retrouvait. Malheureusement, ni le Congo, ni le peuple se retrouvaient. Alors, ce qui revient à dire que lorsque vous prenez le cas du boulevard énergétique, rien que ce volet, les grands travaux qui avaient pour ambition de doter le Congo des infrastructures énergétiques, des barrages et autres, la logistique, aujourd'hui, cher ami, demandez au Congo, le Congo est en délestage pratiquement 24 heures sur 24. Il y a des parties entières du Congo-Brazzaville qui ne peuvent pas, qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Lorsque vous regardez le classement au niveau continental, le Congo est relégué très loin en arrière. Le plus grave, c'est que aucune entreprise au Congo aujourd'hui ne peut venir investir lorsqu'il estime que ses besoins énergétiques ne seront pas remplis. Le cas dernièrement, eux-mêmes, ils ont construit deux tours, soi-disant, du côté de Mpila, et ces tours ne sont pas fonctionnelles parce qu'il n'y a pas d'électricité. On y reviendra. Il y a Oui. le cas aussi de Maluku. Maluku, la zone économique spéciale, qui est tombée en ruine parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc voilà ce fameux boulevard énergétique, parce qu'un peu plus tard, on a construit le barrage de l'USO, on a construit un certain nombre de barrages, et il y a même encore plus grave, un éléphant blanc, monsieur Lewis, toujours dans ce fameux, comment on appelle ça, projet de boulevard énergétique, l'usine à gaz de Mpila. Et là, à cette époque, c'est monsieur Itoa Brino qui est le directeur, non pas le directeur, le ministre chargé de l'électricité et autres. Ils ont construit un garage, un pila, là, un barrage, comment on dit ça, une usine à gaz qui devait produire de l'électricité en pila. J'habite pas loin. Monsieur, monsieur, monsieur Lewis, Oui. si on était dans un pays sérieux, monsieur Itoa Bino aurait pu faire la prison. Cette usine, en termes de fonctionnement, coûtait plus cher que la production d'électricité envisagée. Parce qu'il fallait mettre du carburant, je ne sais pas, du gazole, ça coûtait tellement cher, elle était polluante, elle a fini par fermer. Mais elle nous a coûté des milliards. Elle nous a coûté des milliards, cette Et usine. Donc, toujours, responsabilité. toujours avec la Oui. coopération chinoise? L'usine à gaz, je ne suis pas affirmatif, mais je sais pertinemment que ce sont les grands travaux et M. Itoile Bruno à l'époque qui ont géré ce projet et personne n'en parle alors que des milliards ont été jetés par la fenêtre. Bien entendu, les Bouillards, les Itoile Bruno et les autres, Denis Sassou Nguesso et les autres, ce sont les Ondongo très certainement, se sont mis plein les poches. Voilà ce que nous pouvons dire sur le volet boulevard énergétique. Ça a été un échec total. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan de ce fameux projet boulevard énergétique, au niveau des grands travaux, ils doivent se taire parce qu'on a dépensé des centaines de milliards, pas plus de, au moins plus de 1000 milliards si on prend tous les projets et autres. Rien, le Congo est toujours un pays relégué au dernier rang en termes d'accès à l'électricité.
ce qui nuit à tout investisseur, ce qui nuit au climat des affaires au Congo-Brazzaville. Mais entre-temps, il y a la dette odieuse qui n'a fait que augmenter parce que, comme j'ai dit, ces projets ont souvent été financés à travers des prêts auprès des Chinois ou des autres partenaires multilatéraux ou bilatéraux. Je vais prendre quelques secondes pour te permettre de souffler, mais on va écouter cet élément de Brazza News. Vous aurez à retenir une chose, la délégation générale aux grands travaux a réalisé toutes ces infrastructures sur fonds propres du Congo. 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. Vous aurez à retenir une chose, la délégation générale aux grands travaux a réalisé toutes ces infrastructures sur fonds propres du Congo. 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami. C'est peut-être pour cette raison qu'il a été débarqué du gouvernement, non? Le premier est en train de mentir et l'autre vient dire la vérité. Mais je suis à la fois scandalisé, parce que j'ai vu cet élément, monsieur Jean-Lewis, Oui. mais meurtri dans mon amour-propre, parce que monsieur Colinet Makosso est de ma génération. Monsieur Colinet Makosso, j'estime qu'il est universitaire, il enseigne à l'université, et l'éthique de responsabilité, l'éthique de conviction voudrait que ce monsieur ne puisse pas faire ce genre de sortie de deux choses l'une, où il est mais quasiment incompétent, médiocre, ou d'un autre côté, ce monsieur, dans des pays sérieux, on aurait pu demander sa démission. Parce que je viens de vous prendre un exemple concret des prêts que nous avons eu à faire, à prendre sur les 95% des projets montés au niveau des grands travaux. Mais on va aller maintenant pour illustrer les propos quasiment scandaleux et la fausseté dans la sortie de M. Colinet Makosso. Je vais rentrer maintenant dans le volet boulevard routier. Très bien. Parce qu'on nous avait promis, toujours avec les grands travaux, que la route devait partir depuis Mosendio jusqu'à chez moi là-bas à Epena. Prenons seulement un autre projet emblématique, ce qu'ils appellent la route lourde Brazzaville-Pointe-Noire ou Pointe-Noire-Brazzaville, n'est-ce pas? Oui. Ce qu'ils ont appelé la route lourde nous a coûté 665 milliards de francs CFA. Le coût. La société qui a opéré, c'est une société chinoise. Le prêt, c'est un prêt chinois dans le cadre du partenariat stratégique Chine-Congo. Le plus grave, monsieur Jean-Lewis, ce qu'ils ont construit entre Brazzaville et Pointe-Noire n'est pas une autoroute. C'est une nationale. Parce que l'autoroute, comment dirais-je, l'autoroute répond à un certain nombre de critères. Les critères, oui. Notamment la superficie, la largeur, la résistance des matériaux utilisés. La résistance, bien entendu, notamment les aires de repos. Donc, il y a plusieurs critères. Je ne suis pas un spécialiste, mais les critères les plus fondamentaux, c'est ce que je viens d'énumérer. Mais moi, j'ai fait cette route. Cette route, c'est une nationale qui ne répond pas aux critères d'une route nationale. Mais le plus grave, c'est qu'une fois qu'ils ont inauguré cette fameuse route, eux-mêmes, les Chinois disaient la route nationale 1 finie, Congo, beaucoup morts, ou bien Congo, beaucoup de morts. Pourquoi? Parce qu'ils savaient pertinemment que les dimensions de cette route ne répondaient pas à un trafic aussi on va dire, aussi intense. Et ce, d'autant plus que cette route aurait pu être un levier essentiel pour arrimer le Congo dans sa vocation originale, qui est le fait que le Congo est un pays de transit. Nous avons le premier port avant le port du Cap en eau profonde, sur le golfe de Guinée. Et donc, cette route, ceci était vraiment une route, une autoroute,
aurait pu permettre de désenclaver non seulement la RDC, mais aussi aller jusqu'au Rwanda, en Afrique de l'Est. Ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle vous avez vu la RDC a préféré aller construire son port à Banana. Revenons sur notre route. J'ai dit coût, 665 milliards. Je vais ajouter une chose. Comme ça s'est passé avec Imbulu, la même chose avec cette route nationale numéro 1, dite route lourde, selon le concept de M. Sassou Nguesso et de M. Bouya. Je ne sais pas s'il y a des routes légères. Bon, vous êtes aux États-Unis là-bas. Je ne sais pas si le concept de route lourde ou de route légère existe dans la terminologie des ingénieurs dans ce secteur. Bon, tout est-il que, et bêtement, naïvement, vous allez voir les journalistes congolais répéter route lourde, route lourde. Un jour, j'ai demandé à un journaliste, c'est quoi c'est la route lourde? Il dit, moi, je connais la nationale, je connais l'autoroute, et puis voilà. Et voilà. Bref, il y a eu un contrôle. Il y a une société, c'est une société française qui devait faire le contrôle de cette route. On s'est rendu compte que cette route n'était pas construite selon les règles de l'art, en récupérant l'expression de M. Bouya. Et le contrôle de cette société française a coûté aux contribuables congolais, en fait, aux prêts chinois, 10 milliards de francs CFA. Donc, de 665 milliards, vous ajoutez 10 milliards, nous sommes à 675 milliards de francs CFA. Comparez les 500 km, certainement, à d'autres routes qui ont été construites un peu partout en Afrique. Nous sommes à la moitié au niveau des... Et Guy, dire que c'est le mouroir des Congolais actuellement. Hein. Quand vous prenez c'est le mouroir des Congolais. Oui. Ça veut dire que ça n'a pas été construite selon les règles de l'art. Non seulement est-il les Congolais, elle ne répond pas à la vocation de pays de transit du Congo, mais pire, elle a fait en sorte que cette route, la construction de cette route, a fait en sorte que le Congo s'est endetté encore de plus belle. Et la traduction de cela, c'est quoi? Cette route a été maintenant concédée à un concessionnaire, à un consortium chinois et français. Et aujourd'hui, ils ont été obligés de mettre des péages qui ont pour conséquence de faire en sorte qu'il y ait une inflation à Brazzaville parce que les commerçants qui partent de Pointe-Noire pour amener leurs produits ou dans les villages pour amener leurs produits à Brazzaville ne peuvent que impacter le coût des péages sur les produits, sur le prix de revient. Donc, le Congo perd à plusieurs titres. On s'endette auprès des Chinois, on construit une route mal foutue, mais là, ceux qui gagnent, c'est qui? Ce sont ceux qui ont reçu des rétrocommissions. Oui. Bouya et son monde, le clan Sassou, tous les ministres qui ont tourné autour. Donc, il y a là-dedans... voilà le deuxième projet emblématique du fameux projet du boulevard routier qui devait relier Mosenjo jusqu'à chez moi et Pena. Mais allons plus loin, passons ce projet. Guy, au fur et à mesure, il faut expliquer aux auditeurs qu'il y a la surfacturation des projets de ces rétrocommissions. Donc, il gagnait 2 ou 3 fois dans un même marché. Exactement. Exactement, raison pour laquelle je disais tout à l'heure que à travers ce projet, lorsque vous faites une étude comparative avec les mêmes kilométrages, hein, vous dites par exemple, bon, on a conçu 500 km, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, lorsque vous voyez le coût, c'est la moitié. Mais on y reviendra encore avec des exemples concrets. Et toujours pour terminer dans ce volet routier, vous voyez très bien que en termes de construction, il y a un problème de la qualité de la construction des routes. Prenez la nationale numéro 2. La nationale numéro 2 qui va de Brazzaville jusqu'à Ouesso, ce ne sont pas des routes. Ce sont tous les 2 jours, en tout cas, enfin, j'exagère certainement, mais chaque année, M. Bouya doit refaire les travaux. Parce que ces routes qui ont été confiées à des sociétés chinoises, là, en majorité, ne sont pas bonnes. Mais le pire, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas construit des bretelles pour que ces routes puissent
être intégré dans une stratégie programmatique, d'orientation programmatique pour l'économie congolaise. Nous avons eu un exemple concret la dernière fois. C'est-à-dire qu'on n'a pas réfléchi sur l'opportunité. Pourquoi on construit ici plutôt que là? Exactement. Qu'on n'a pas vu le volet social de la route d'abord. On n'a pas vu le volet social, on n'a pas vu le volet économique, on n'a pas intégré en fait la dimension économique à la construction de ces routes. Pas du tout. On a vu un exemple la dernière fois, j'aime être factuel pour que les autres comprennent. C'était, je crois, dans le Niari, où des cultivateurs avec des bananeraies obligés de tenter de venir sur la route pour convoyer leur production à Brazzaville, mais qui pourrissent. Parce que déjà le chemin de fer est quasiment HS, hors service. Ils pensaient à travers la route, mais partir de leur village pour venir sur la route principale, déjà c'est difficile parce qu'il n'y a pas de bretelles. Et sur la route principale, il n'y a pas de voies, il n'y a pas de camions d'acheminement et autres. Et on se retrouve à voir ces bananes, ces bananeraies, ces bananes pourrir sur les routes. À cela, il faut ajouter autre chose. J'ai parlé des coûts, j'ai parlé de la dette, j'ai parlé de manque de bretelles, de manque d'intégration économique, de la pertinence des choix. On en parlait tout à l'heure. Mais il faut parler aussi de deux régions, départements enclavés, la cuvette ouest et la Likwala. Oui. Pourquoi le fameux projet de boulevard routier de M. Bouya s'est arrêté à Ouesso? Pourquoi cet arrêté à Evo dans la cuvette ouest? Et comme on le disait, vous le disiez tout à l'heure, prenez le cas de la Likwala. La Likwala, c'est un potentiel à la fois touristique, économique, avec le bois, avec les minerais, avec l'agroalimentaire. Aujourd'hui, le département de la Likwala est enclavé. Prenez le cas de la cuvette ouest avec Mbomo, qui héberge le parc d'Odjala. Mais le touriste qui veut aller à Odjala, comment il va faire? Les cultivateurs, comment ils vont faire? Donc, vous voyez bien que les grands travaux, c'est M. Bouya qui s'enferme chez lui avec son directeur technique, M. Oscar Etoka, dont les mauvaises langues, entre guillemets, disent que ce monsieur n'est qu'un piètre ingénieur en travaux publics formé dans un pays de l'Europe de l'Est et qui avait plus compétent que lui au niveau de Brazzaville, au niveau du Congo-Brazzaville, mais pour des choix ethnocentristes, M. Bouya a préféré prendre M. Oscar Itoka comme directeur technique, dont on voit la qualité des travaux. Donc, Guy, on ne tire pas les enseignements. Guy, toutes les localités que vous citez sont des fiefs du PCT. C'est cela qui étonne. Je vais vous faire écouter une petite vidéo en quelques secondes et on reviendra sur l'insouciance même de ce régime qui se moque même de ceux qui les ont élus. On va un peu suivre ces activistes pour voir la gravité de la... Moi, ce que je trouve risible, c'est que le PCT a tendance à appeler le quartier Ouenzé leur fameuse citadelle imprenable. Mais quand on voit ce que je vois, et vous allez voir un peu plus ce qu'on voit devant, on va plutôt dire que Ouenzé, c'est pas une citadelle, mais c'est plutôt, que Dieu me pardonne le terme, c'est beaucoup plus une poubelle. Vous allez voir, on va avancer. Je trouve inconcevable que nos populations dans un quartier, on est en plein Brazzaville, hein. Ouenzé, c'est pas un quartier périphérique, on est carrément au centre de Brazzaville. Et vous voyez des populations qui vivent dans des conditions pareilles. Regardez bien, il y a un véritable problème. Il y avait des dalles qui ont été posées, mais regardez ce qui se passe. Tout à l'heure, je vous ai montré un peu plus haut le caniveau. Tout le monde passe. Ça fait des années qu'on parle de ça, ça fait des mois et des mois qu'on parle de ça. Et vous avez des maisons qui sont là, hein, c'est pas n'importe quelle maison. Tout le monde passe. Ça fait des... Nous sommes sur l'avenue Voilà, tout le monde a suivi cette vidéo qui a circulé un peu partout. Vous voyez l'insouciance des gens du PCT qui se moquent même de leurs propres militants, de leurs propres fiefs. C'est ce que vous disiez. La Likwala, Ouesso et autres Evo
ce sont là des fiefs, des gens qui considèrent Denis Sassou Nguesso à la limite comme leur dieu, mais qui sont carrément oubliés. Difficile de comprendre. 60 secondes, réaction. Mais écoutez, moi je suis de Poto-Poto. On dirait que c'est le fief de Sassou, c'est des fiefs usurpés, parce que depuis 92, nous n'avons pas eu des élections véritablement transparentes dans ce pays. Donc, ils se disent que ce sont des fiefs, mais malheureusement, ce qui est le cas à Wende est le cas à Talangaï. À Talangaï, c'est le cas à Poto-Poto, à Bakongo, Makelekele et autres. Ce qui est le cas dans la Likwala, idem dans le Poul et autres. En fait, ces images-là doivent nous démontrer que ces gens n'ont pas de choix. Non, ce n'est pas une question de fief. Ce sont des incompétents, des voleurs, ce n'est qu'un euphémisme, et des voyous. C'est une bande organisée qui s'est décidée, en fait, et qui a orchestré une espèce de mafia pour piller, voler le pays. Donc, les images que vous venez de voir illustrent à merveille ce que je disais tout à l'heure sur la construction des routes, sur ce volet routier, qui n'a été que la continuité, le cheminement, l'orchestration d'un certain nombre de cadres du PCT et de ce régime qui a profité de ces fameux projets, de cette structure de grands travaux pour, bien entendu, piller le pays. Et il faut ajouter quelque chose, monsieur, parce que autant en 2009, la délégation générale des grands travaux était logée au niveau de la présidence de la République, c'est à partir de 2012 que M. Bouya prend le titre de ministre à la fois des grands travaux et de l'aménagement du territoire. Là, il prend véritablement une envergure nationale, tant au niveau de la masse monétaire qu'il gère. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, il faut l'avoir en tête. Tous travaux dans tous les ministères, à partir de 500 millions, sont reversés au niveau des grands travaux. Vous, en tant que ministère, parce que quand j'étais au ministère du Tourisme, je reviendrai tout à l'heure dans le cas de l'hôtel de la Lima, nous, en tant que ministère du Tourisme, nous étions obligés tout simplement d'apporter notre expertise. Mais la construction, le financement, ça revenait à M. Bouya. Vous venez, il vous donne les clés, il dit, bon les gars, prenez, et puis voilà. Donc, voulez-vous nous dire qu'il avait donc cette autonomie financière, il pouvait décaisser à tout moment sans... Bien entendu. Il ne rendait compte même pas à l'Assemblée, leur fameuse Assemblée de Godillon. Il ne rendait compte qu'au chef de l'État. Même le Premier ministre, à la rigueur, il s'en passe. Il ne rendait compte au chef de l'État. Et ils ont mis en place comme ça des mécanismes, soi-disant, de transparence, mais qui n'avaient rien à voir. Par exemple, au niveau de la passation des marchés, ça se passait chez eux. Mais je vais vous faire, par exemple, une indiscrétion. Madame Mikolo, qui a géré le service de la passation des marchés, je ne sais pas comment on appelait ça, elle a été là-bas, elle a travaillé là-bas. C'est elle qui gérait ce service qui devait trancher au niveau des marchés publics des grands travaux. Donc, vous avez la responsabilité. Et lorsqu'on a appris un peu plus tard qu'il y avait une liaison incestueuse entre cette dame et M. Bouya, qui en a fait quasiment un ministre, alors que cette dame, dans sa formation initiale, elle n'a rien à voir avec les grands travaux ni dans ce domaine. Parce que c'est un domaine technique. Non, elle est dans les structures sanitaires. C'est pour vous dire à quel point que c'était une structure à la fois qui liait le clientélisme parental, incestueuse et toute une mafia nationale et internationale. Voilà la réalité de ces grands travaux. Maintenant, si vous permettez, on va passer, on a parlé des routes, on a parlé de l'électricité, on va parler de l'eau, parce que ce sont des besoins fondamentaux de nos populations pour qu'ils comprennent pourquoi ils sont dans cet état-là et pourquoi M. Bouya s'est goinfré et est devenu l'un des hommes les plus riches, entre guillemets, voleurs de notre pays. Voilà,
C'est à vous. Alors, alors l'eau, monsieur Sassou Nguesso, Nouvelle Espérance, Chemin d'avenir, a promis l'accès à l'eau pour tous. Souvenez-vous, ce projet, eau pour tous. Ça a coûté 193 milliards de francs CFA. Je dis bien 104, presque 200 milliards de francs CFA. L'opérateur de ce projet, c'est Asprey-Bass. Asprey-Bass, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, c'est une société brésilienne qui est venue au Congo comme opérateur de M. Sassou Nguesso parce que le Brésil, au temps de Lula, avait fait un don congolais comment on appelle ça, des têtes de bœuf, de cheptel de bœuf. M. Sassou Nguesso a pris ce cheptel-là qui est devenu une propriété privée et il a créé son ranch chez lui à Oyo. Le fameux Bibi. Bibi, hein. Voilà. Maintenant, c'est cette société-là, Asprey-Bass, qui, dans ces années-là, je pense que c'était dans les années 2012-2013, comme par miracle, est devenue une société qui devait construire des forages. Donc, M. Sassou Nguesso et M. Bouya nous ont promis 4000 forages dans 2000 villages. Vous imaginez un pays, le Congo-Brazzaville, qui est traversé par toutes formes de rivières, de cours d'eau un peu partout, va se limiter maintenant à faire des forages pour donner de l'eau potable aux Congolais. Tout est-il qu'on va dire, on va voir ce qu'on va voir. Monsieur, mon cher ami Jean Lewis, tous les Congolais qui nous suivent ce soir, des fois qu'ils comprennent notre colère, qui regardent dans les 2000 villages qui étaient prévus s'il y a encore un seul forage qui existe dans ce village. Et M. Sassou Nguesso a eu le toupet au cours d'un discours sur l'état de nation, je ne sais pas en quelle année, de dire ces forages-là n'existent plus, ont été cassés parce qu'il y a de l'incivisme dans les villages. Mais il y a eu 193 milliards. Mais Guy, je rappelle pour ta gouverne qu'il y a eu des forages sous le premier plan quinquennal. C'était une coopération allemande, je me souviens bien. Ah bon? Oui, j'en ai vu sur l'axe, par exemple, Dolésy, Gabon. Voilà, j'en ai vu. Mais vous savez que ces projets commencent bien, mais se terminent toujours très mal. Allez-y. Bon. Donc, 193 milliards qui sont partis en fumée. Mais non, qui sont partis dans les poches, dans les comptes offshore du clan au pouvoir, des amis du pouvoir, et Asprey-Bass. Mais non, il y a une spécificité on parlait des Chinois cette fois-ci, avec la dette avec les Chinois, dans le cadre du partenariat Chine-Congo. Là maintenant, en parlant d'Asprey-Bass, on rentre dans une autre catégorie de la dette odieuse. Asprey-Bass a bénéficié de quoi? Asprey-Bass a bénéficié de la dette des prêts eu à engager M. Christel Sassou Nguesso lorsqu'il est dans l'aval pétrolier, lorsqu'il est le patron de l'aval pétrolier, auprès des traders pétroliers, Glencore et Gunvor. Gunvor, dont le patron était un oligarque russe. Et à l'époque, c'était 500 millions de dollars de prêts, alors que je vous ai dit tantôt, je tiens à le rappeler, je ne l'avais pas dit par hasard, le Congo avait vu sa dette effacée. Oui. Et à partir de 2008, il y a un boom pétrolier. Donc, on voit bien que le prix du baril monte. Donc, il y a énormément d'argent qui rentre parce que vous n'avez plus de dette à payer. Il y a le prix du baril qui augmente. Il y a la stabilité politique, l'argent qui rentre. Mais ils ne se contentent pas de la rente pétrolière. Ils vont emprunter auprès des traders. Alors que ces prêts gagés sur le pétrole étaient interdits par le FMI, raison pour laquelle on avait arrêté la COTRAD. Je ferme la parenthèse. Pour ne pas rentrer dans les détails, les gens ne vont pas comprendre. Mais tout est-il que Asprey-Bass va bénéficier d'une partie de ces prêts-là auprès de Gunvor ou de Glencore. Je ne sais pas trop. Mais c'est un prêt auprès d'un trader pétrolier. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme ils avaient fait avec les Chinois, c'est-à-dire qu'avec les Chinois, nous avons un prêt, on prend notre société à nous, on récupère des rétrocommissions et on s'enrichit à la fois en surfacturant, comme vous avez dit tout à l'heure,
à travers des rétrocommissions, on se goinfre aussi et on donne un ouvrage, si ça marche ou ça ne marche pas, ce n'est pas notre problème. Avec les prêts, c'est la même chose. Là, c'est Christelle Sassou Nguesso qui fait un prêt, qui appelle ses amis Ondongo et Bouya, j'ai 500 millions de dollars. Ah tiens, nous avons une société Asprébras, qui est une société familiale. Allez, monsieur, on vous donne le projet des forages. Allez, prenez 193 milliards, mais reversez-nous un tout petit peu et construisez surfacturé. Voilà le mécanisme, monsieur Lewis. Voilà le mécanisme. Et les Congolais se retrouvent avec une dette, 1, et 2, sans forage, pas d'accès à l'eau potable. Et c'est le Congo qui perd. Et c'est Sassou Nguesso et son clan qui gagnent à travers des comptes offshore. Et à cela, il faut ajouter des éléphants blancs. Qu'est-ce qu'est devenu l'usine d'eau de Njiri? Cette fois-ci, c'est un projet avec les Chinois. Qu'est-ce qu'est devenu Okiesi? Okiesi, c'est une usine d'eau minérale produite, enfin, que M. Sassou Nguesso a créée, alors que c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts à Oyo là-bas, Okiesi, qui devait commercialiser l'eau minérale à un coût favorable aux Congolais. Okiesi est fermé. L'usine d'eau de Njiri n'existe quasiment plus. Et aujourd'hui, les Congolais consomment de l'eau polluée dans les grandes villes et dans les villages et ailleurs, les forages n'existent pas. Mais les Congolais se retrouvent avec une dette et avec des gens qui se sont enrichis. Voilà le troisième échec. Premier échec, boulevard routier. Deuxième échec, boulevard énergétique. Et troisième échec, l'accès à l'eau à travers des projets emblématiques que nous sommes en train de prendre. Voilà, monsieur Lewis. Si ça vous dit, je peux continuer avec un autre projet. Voilà, nous sommes toujours, je rappelle que nous sommes sur la radio de la communauté en direct, bien sûr. Guy, nous émettons aujourd'hui, nous avons pris toutes les dispositions pour que ce direct ne soit pas perturbé. Alors Guy, vous nous parlez maintenant de quel volet? Volet social ou... Non, je vais entamer un autre volet qui n'était pas connu des Congolais, mais qui est un scandale. Un scandale. Un scandale. Est-ce que vous avez entendu parler du projet cartographie géologique? Bon, oui, parce ils avaient commis une société peut-être chinoise dont le but était de répertorier tous les sites, les sites miniers du Congo. Mais ça, c'est à des fins, dirait-on, personnelles, puisque finalement, ils les ont soit vendus ou soit... voilà. Monsieur Jean-Lewis, on en rigole parce qu'il faut pas pleurer. Il ne faut pas se mettre en colère. Parce que généralement, quand je me mets en colère, je balbutie, je commence à perdre un peu la cohérence dans mes explications. Mais je vais être apaisé pour expliquer aux Congolais pourquoi nous combattons ce régime. Pourquoi ce régime doit partir. Ce projet date de 2012. Il est piloté par M. Bouya, M. Oba, qui est aux mines, M. Rodolphe Louemba, qui est, je pense, aux hydrocarbures, un truc comme ça, M. Mabiala, non, M. Mboulou, qui est à l'aménagement du territoire, et M. Bruno Itoa, qui doit être, je ne sais pas trop, mais il doit être aux hydrocarbures, un truc comme ça. Donc, ils sont 5 ou 6. Alors, le coût, 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Je dis bien 200 millions de dollars. Et l'opérateur, c'est qui? Asprébas. Asprébas qui est parti de gérer les cheptels de bœufs. Après, ils sont arrivés au forage. Et de là, Asprébas, comme par hasard, sont partis chercher un avion. Et à l'époque, ça avait même eu droit, ce projet, à un article dans un quotidien français, je ne me rappelle plus exactement. Ils avaient fait un peu la comparaison avec ce qui était arrivé à M. Giscard d'Estaing à l'époque, l'avion renifleur. C'est-à-dire qu'un avion un peu farfelu qui devait détecter, on ne sait pas trop. Et puis, on s'était rendu compte que c'était une grosse arnaque. Et le cas de ce projet, c'est la même chose. Parce que l'idée, c'était quoi? D'embarquer tout un dispositif
comment dirais-je, nucléaire, machin quoi, enfin technique, mais vraiment, ils nous ont mis plein les yeux à M. Sassou Nguesso. Bon, cet avion devait survoler le territoire national pendant 2 ou 3 jours et nous devons arriver avec une carte, une cartographie géologique qui devait savoir que dans le village de M. Jean Lewis, il y a des mines d'or. Dans le village de M. Mafimba, il y a ceci. Dans le village... Oh, my God. Oui. À vol d'oiseau? À vol d'oiseau. Vous voyez pourquoi votre titre, quand je disais que ce titre-là, c'est presque un euphémisme. Mais c'est un groupuscule de bandits, ces gens. Déjà, l'opérateur pose problème. Comment quelqu'un qui est parti des bœufs se retrouve à devenir un spécialiste en cartographie géologique? En passant par les forages. On en rigole, mon cher ami, mais... Bref, et il y avait une comparaison, toujours le quotidien français, lorsqu'il compare ce projet à un même projet qui avait été fait, qui avait été effectué au Tchad, mais cette fois-ci par une société française dont je n'ai pas le nom. Ce projet avait coûté 20 millions de dollars au Tchad pour avoir une cartographie géologique. Mais au Congo, ça a coûté 200 millions de dollars. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais vu cette cartographie géologique. Mais Aspribas s'est fait du pognon sur la tête des Congolais. Monsieur Bouya et tous les restes que j'ai cités, bien entendu, lui-même Monsieur Sassou Nguesso. Et cet argent est parti. C'est une partie, c'est un blanchiment en fait du prêt Gainverd ou Légor dont je parlais tout à l'heure, les 500 millions de dollars. Il fallait trouver les voies et moyens pour siphonner en fait ce prêt-là. Donc on crée des vrais faux projets. Vraiment siphonner, hein, le mot est bien placé. Hein. Voilà. En fait, c'est ça le mécanisme. Voilà la parfaite illustration des 20 ans d'arnaque des grands travaux. Mais vous Guy, avant de poursuivre, vous n'insistez pas sur, s'agissant du domaine minier, vous n'insistez pas sur ce que vous voyez sur l'écran. Est-ce que vous pouvez le voir là comme moi? Mais c'est ce que je vois. La pollution, justement, mais bien entendu. De la nature. Bon, bien entendu, les grands travaux, vous savez, ce régime fonctionne en écurie. Autant les grands travaux tous les projets de plus de 500 millions de dollars, 500 millions de francs CFA devaient être reversés aux grands travaux, autant tous les ministères ne sont pas concernés. Parce que M. Pierre Oba est un chef d'écurie aussi craint que M. Bouya. Et là, c'est de la responsabilité de Bouya. Mais je pense qu'il faut revenir sur une émission spécifique sur le cas de M. Pierre Oba sur les mines, dans la gestion des mines de notre Congo. Okay. Je serai disposé, M. Jean Lewis, à revenir sur votre plateau pour parler de ce dossier-là des mines. Parce que je connais assez aussi. C'est un dossier spécifique qu'il nous faut creuser pour expliquer aux Congolais le pourquoi nous devons chasser ces gens-là au pouvoir. Oui, allez-y. Alors, on continue toujours sur les grands travaux. Maintenant, regardons l'intention bonne, comme j'avais dit, hein, les grands travaux. Un moment, M. Sassou Nguesso nous a dit, bah, écoutez, le Congo consomme tout ce qui vient de l'étranger. On dépense plus de 100 milliards, je pense, pour les importations des produits de première nécessité. On doit produire sur place au Congo. Et ils nous ont créé quoi, monsieur? Les nouveaux villages agricoles. Vous vous souvenez du projet de nouveau village agricole? Oui. Voilà. Et qui est l'opérateur à qui, comme ça coûtait, le coût était de 13 milliards de francs CFA pour les trois nouveaux villages agricoles qu'on devait construire en cours, à Ivuba et à Odiba. Donc le coût estimé de 13 milliards, c'était en 2010. Ils sont partis prendre un opérateur israélien. C'est quoi, Guy? C'est-à-dire que
des petites cités, hein, des cités modernes, rurales. Voilà, un peu comme les soviétiques le faisaient à l'époque avec les kolkhozes, je ne sais pas trop comment on appelait ça. Des petites structures dans des villages où vous avez un peu tous les secteurs, l'élevage, de tout et autres. Les Israéliens aussi sont réputés là-dessus. Ils appellent ça le nom m'échappe un tout petit peu. Mais donc, c'est un village où on a installé des cultivateurs, des agriculteurs et autres. Il y en a qui font de l'élevage, de ceci. Il y en a qui font comment on appelle, la culture de ceci, de cela. Et autour de cela, ils vont créer une espèce de synergie pour commercialiser à des prix très intéressants. Le système est plus intégré, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est une chaîne dans le fonctionnement de ce village. Exactement. Je ne l'explique pas très bien, mais je pense qu'un économiste l'expliquera mieux. Mais tout est-il que moi, j'étais à Brazzaville à cette époque et ils ont même créé des boutiques nouveaux villages agricoles. Donc, les œufs qu'on pouvait payer chez l'Ouest africain à 150, on devait le payer à 50 francs CFA. Bah, évidemment, l'intention est bonne. Oui. Monsieur cher ami, on a vu pompeusement inauguration du premier village en cours. Après, quelques mois après, quelques années après, il vous bat. Et 2 ans après, mon cher ami, dommage que je n'ai pas les images, je les avais pourtant. Aujourd'hui, lorsque vous repartez dans ces fameux nouveaux villages agricoles, c'est de l'herbe qui a pris possession de ces nouveaux villages agricoles. Les cultivateurs, les salariés qui étaient là ont taillé la zone, comme j'aime le dire. Et qui s'est fait du pognon là-dessus? C'est monsieur, celui qui était à l'agriculture, là, comment il s'appelle? Mabundu? Mabundu, un théoricien de la pire espèce. Un homme, lorsqu'il se met à parler, tu dis, mais ce type-là va amener le Congo à l'autosuffisance alimentaire. Mais malheureusement, c'est un voleur. C'est un voleur, c'est le cas de le dire. Et lui et M. Bouya ont dilapidé 13 milliards de francs CFA. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a demandé l'audit de ces nouveaux villages agricoles. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passés les 13 milliards? Plus personne n'en parle. On ne parle plus de nouveaux villages agricoles. Aujourd'hui, M. Sassou est revenu en 2021 pour nous parler des Safou, pour nous parler des Kwanga, pour nous parler des Bembadoula. Vous voyez un autre volet des grands travaux, c'est-à-dire notre indépendance alimentaire, qui est une bonne intention, une belle ambition, mais qui s'est arrêtée au slogan. En même temps, les 13 milliards là, je suis convaincu que ça a été encore un prêt et il y a eu des rétrocommissions, il y a eu des opérateurs qui se sont fait du pognon là-dessus. Monsieur et chers amis, voilà. Et je terminerai avec un projet avec un volet qui est intéressant aussi. Pour revenir sur le gros, on terminera certainement sur ça, sur les fameuses municipalisations accélérées. Je voudrais aussi que nous terminions sur l'aménagement des cités existantes, c'est-à-dire Pointe-Noire, Brazzaville, Dolisie et autres. Ok. Est-ce que dans le cadre de ces grands travaux, on n'avait pas prévu l'aménagement de ces... Parce que je sais qu'on a construit des viaducs, mais est-ce que ces viaducs sont pour autant venus régler le problème des engorgements de ces cités chaque fois qu'il y a des pluies? Parce que j'ai prévu pour vous quelques images ici, Guy, avant que vous ne partiez. Allez-y. Mais il faut déjà dire que la ville de Brazzaville, par exemple, a bénéficié de 2 municipalisations accélérées. C'était, je me souviens, à la veille des 50 ans de l'indépendance. 2 municipalisations accélérées. Au bas mot, chaque municipalisation a dû coûter presque 800 milliards de francs CFA. Donc, pour les deux, il faut compter peut-être 2000 milliards de francs CFA. Le chef d'orchestre, c'est M. Bouya. Et dans ces fameuses municipalisations, à Brazzaville, qu'à Pointe-Noire, on nous a promis l'aménagement urbain. C'est-à-dire, quand on dit aménagement urbain, c'est-à-dire qu'il faut prendre possession d'un schéma directeur d'une ville, comme Brazzaville, qui est une ville qui n'est plus la ville que nous avons connue au sortir de l'indépendance. Moi, je suis de Poto-Poto, par exemple. Lorsque nous sommes arrivés à Poto-Poto, le Madjoukou que nous avons connu,
C'était un petit truc comme ça. Et le volume pluviométrique des années 70 n'est plus le volume pluviométrique des années 2000, avec les changements climatiques et autres. Je prends cet exemple pour démontrer la non-pertinence et la médiocrité, l'incompétence de ceux qui ont eu la charge de mettre en place les travaux ou bien comment dirais-je, de définir le schéma directeur nouveau pour une ville nouvelle. Déjà, lorsqu'ils ont construit l'aéroport de Maya-Maya, j'estime que Maya-Maya devait être délocalisé de la ville. Délocalisé de la ville de Brazzaville, intramuros, pour créer une ville nouvelle afin de désengorger le centre-ville. Ce qui n'a pas été le cas, ils ont remis Maya-Maya là. Est-ce que c'est pour des raisons ethnocentristes ou autres? On ne sait pas. Monsieur, regardons l'aménagement urbain. Donc les routes, les caniveaux, les canaux d'évacuation et autres, et notamment à Brazzaville, le cas de Madjoukou, qui est pour moi emblématique de l'incompétence et de la voyoucratie de ces gens. Parce que j'étais à Brazzaville. Souvenez-vous, je me souviens très bien, lorsqu'ils ont commencé à construire Madjoukou qui partait de l'avenue des Trois Martyrs jusqu'à l'avenue, comment on appelle ça, l'avenue de France, parce qu'il y a là un collecteur qui devait amener les eaux jusqu'au fleuve. Nous avons vu comment on a commencé à construire ce Madjoukou. Mais nous avons été surpris. Je me souviens, j'étais avec Joe Ebina, de la société civile. Nous avons mené une activité là pour dénoncer les inondations dans les parages jusqu'à la présidence Sampila. Nous avons été surpris lorsqu'ils ont commencé à construire, qu'ils ont réduit le lit de la rivière Madjoukou, tant au niveau de la largeur qu'au niveau de la hauteur. Monsieur John Lewis, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas Donc, un grand travail. augmentant ainsi son débit. Hein? Bien entendu. Et en ne prenant pas en compte, comme je disais tout à l'heure, que le volume des pluies, comment on dit ça en termes techniques, La le pluviométrie, hein, c'est cela, pluviométrie. Voilà, a augmenté avec les changements climatiques. Et surtout, toutes les eaux qui partaient de Mukondo, les gens qui connaissent un peu Brazzaville, maintenant, on les canalisait pour arriver vers Madjoukou, du côté de Mungali, pour aller dans le collecteur le fameux collecteur de Mpila. Et il y avait un autre collecteur du côté du stade de Boué, bouché. Et on se retrouve aujourd'hui dans Brazzaville, lorsqu'il y a une grande pluie, Madjoukou, bien entendu, déborde. Et il y a des inondations partout. Laissons ce volet-là. Prenons les volets des caniveaux. J'ai beaucoup voyagé, surtout quand j'étais au tourisme à Brazzaville. Je n'ai jamais vu des canalisations ouvertes, comme au Congo. Et à l'époque, on avait interrogé M. Bouya sur ces canalisations, ces caniveaux, comme on le dit chez nous, ouverts. Il a dit non, mais vous ne vous rendez pas, ces caniveaux ont été construits en respectant les règles de l'art. Ça a été un rire à l'Assemblée, mais un rire gênant. C'est gênant de dire comme ça. Pourquoi c'est gênant? Parce que ce monsieur sait bien que même pour des questions de sécurité, ça pose problème. Ce qui fait que beaucoup de Congolais, lorsqu'il y a une grande pluie, peuvent se retrouver dans ces caniveaux et se retrouver au fleuve Congo. Et ce sont des petits caniveaux qui occasionnent des inondations. Donc, manque de schéma directeur. Parce que si on avait un schéma directeur, il y a des quartiers qui devaient être viabilisés comme Simbapel, comme Adjiri, comme un peu partout avant de laisser les habitants venir s'installer. Il devait avoir, par exemple, moi je me disais, pour désengorger la circulation à Brazzaville, on devait faire une circulaire, comme dans les grandes capitales, alors que Brazzaville n'est pas grand. On devait faire une circulaire, c'est-à-dire que celui qui quitte Ndjiri n'est pas obligé de passer par Talangaï pour arriver au centre-ville. Or qu'aujourd'hui, ils ont construit 3 routes du centre qui passent par Etatolo pour arriver vers Ndjiri, l'autre qui passe par Simbapel et l'autre, le fameux viaduc. Mais ces différentes voies d'accès dans la partie nord
sont distantes de quelques kilomètres. Alors qu'une circulaire aurait pu permettre de désengorger la circulation. Donc Donc, viaduc, voilà un peu les différents axes. le viaduc a englouti des milliards sans avoir réglé la question essentielle. Mais le viaduc, c'est encore une véritable arnaque. Lorsqu'on a parlé des échangeurs, ma chère amie, lorsque vous voyez ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, je parle beaucoup plus de Brazzaville parce que je connais mieux Brazzaville que Pointe-Noire. Je pense que Pointe-Noire, c'est la même chose. Un manque de schéma directeur, un manque de véritables voies urbaines capables de canaliser comment on appelle ça, les eaux et autres pour les amener à la mer. Et ce, d'autant plus que du côté de Pointe-Noire, nous avons la mer, voie d'évacuation naturelle. Du côté de Brazzaville, nous avons le fleuve Congo, voie d'évacuation naturelle. Mais on se retrouve avec des villes qui sont inondées. Et M. Bouya n'a qu'une seule raison, sinon les attelants du pouvoir, de dire ailleurs aussi, il y a des inondations. Mais monsieur, l'argument du bouc émissaire ne tient pas la route, n'est pas du tout cohérent. Il faut reconnaître leur incompétence, c'est une incompétence. Mais malheureusement, ces différentes municipalisations accélérées dans les deux grandes villes posent le problème à la fois de manque d'orientation stratégique et programmatique pertinente et surtout des schémas directeurs et surtout un travail de méthodologie qui aurait pu faire en sorte qu'on écoutât, je ne sais pas si on le dit comme ça, on écouta les experts, crois, oui. on écouta comment les concernés dans les quartiers. Donc, il devait y avoir une enquête déjà en amont pour qu'en aval, on puisse structurer les programmes et autres. Voilà pour les deux grandes villes. Mais dans l'ensemble, la question qui se pose aux municipalisations accélérées, parce que c'est le plus gros volet des grands travaux. Imaginez-vous, il y a eu plus de 10 municipalisations accélérées. En moyenne, c'était 500 milliards de francs CFA. En moyenne. Compté par 10. On est à plus de 5 000 milliards. Maintenant, regardez le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé avec les municipalisations accélérées? Ils ont reproduit à l'identique tout ce qu'ils ont fait dans tous les départements. Des stades qui ne servent à rien, les palais de M. Sassou Nguesso qui ne servent à rien, des aéroports en doublon qui ne servent à rien, des palais, comment ils appelaient ça là, des palais de la préfecture, je ne sais pas, du département, qui ne servent à rien. Donc, ils ont mis l'accent avec les mêmes sociétés chinoises, et c'est là l'arnaque est encore amplifiée, exponentielle. Les mêmes sociétés chinoises qui ont réalisé à l'identique, avec les mêmes, comment on appelle ça, plans architecturaux. Vous allez à Sibiti, mon cher ami, comment on appelle ça, le siège du département de Sibiti, du département de l'Alekumu, ressemble comme deux gouttes d'eau au siège du département d'Owando. Même sur le plan touristique, ça n'a pas de sens. On avait produit mécaniquement les mêmes... mécaniquement, ils ne se prenaient pas la tête. C'était les mêmes sociétés et qui vous disaient, je construis le stade en 3 mois, ils le faisaient. Ils le faisaient. Alors, donc, municipalisation accélérée. On a mis plus de 500 milliards pour construire des éléphants blancs parce que les stades sont dans les matitis, comme on dit chez nous. Les fameux sièges des départements et autres sont complètement en ruine et ne servent à rien. Les aéroports ne servent à rien. Donc, c'est ce qu'on appelle la qualité de la dépense. Et dès 2014, suivez-moi bien, je suis à Brazzaville, 2014, lors d'un rapport de la Banque mondiale, une inspection de la Banque mondiale avait attiré l'attention du gouvernement congolais sur la qualité de la dépense. Il expliquait tout simplement que, la Banque mondiale a expliqué tout simplement que la manière dont les investissements sont faits au Congo, à travers des prêts, à travers le partenariat stratégique Chine-Congo, le Congo s'endettait pour des investissements non productifs et à terme, le Congo devait se retrouver dans une espèce de quasi-faillite. Et je me souviens, je suis passé un jour chez un de vos collègues, Fortunan Ngolali, il va le confirmer, j'avais déjà en 2013-2014
passé à une émission, l'entretien, où j'avais posé ce problème-là pour critiquer, comment j'appelle ça, la stratégie au niveau des grands travaux. 2013-2014. Et c'est comme ça qu'on a construit, on a créé une dette odieuse aujourd'hui au niveau du Congo à travers les différentes axes énergétiques, routiers, accès à l'eau et autres, les éléphants blancs et les municipalisations accélérées. Voilà comment nous avons construit une dette odieuse. Pour le Congo, nous avons enrichi un clan au pouvoir et nous avons quasiment hypothéqué l'avenir de notre pays parce qu'un pays qui est endetté est quasiment endetté. Mais le plus grave est la fin, avant, quand ils se sont rendus compte qu'il leur restait quelques trucs à grappiller parce qu'ils devaient aller aux élections pour changer la constitution. C'est ce qui s'est passé à Kintélé lors de l'organisation des Jeux africains. Souvenez-vous. Oui. La construction du stade. Hein? Kintélé, le stade et autres machins qu'ils ont construits a coûté plus de 500 milliards. L'université Sassou Nguesso. Sassou Nguesso. Plus de 500 milliards au Congo. Et ils sont partis plus loin. Ils sont partis s'endetter aussi auprès des Turcs pour construire le complexe hôtelier de Kintélé. Construire un éléphant blanc au niveau du centre culturel français qui n'est pas fini. Le fameux site gouvernemental qu'ils allaient construire. Bref, ils ont comme ça engrangé des projets ni techniques, ni cohérence pour tout simplement se donner l'image d'un pays qui était en train de se construire, mais en fait, un pays qui a été pris en otage par une bande organisée, une mafia, qui, à travers cet instrument des grands travaux, a pillé, volé, détruit et hypothéqué l'avenir des générations futures. Alors Guy, où est-ce qu'on va refermer dans quelques instants, où est-ce qu'on nous conduit? Vers un suicide collectif là-bas au Congo, Guy? Non, le suicide collectif ne peut pas, on n'ira pas au suicide collectif. Parce que grâce à vous, je pense que grâce à cette émission, beaucoup de Congolais pourront nous rejoindre dans notre combat pour mettre un terme à ce régime. Parce qu'il n'y a pas de fatalité. Nous avons tenté de démontrer tout simplement que les 20 ans qu'ils ont organisés, soi-disant, pour le bilan des grands travaux, c'est une insulte au bon sens. C'est une insulte à l'intelligence. C'est une insulte aux générations futures qu'ils ont sacrifiées. Mais le Congo, c'est un pays qui a encore des potentialités, qui a encore des sachants, qui a encore des expertises, qui a encore des intelligences, qui a encore des patriotes. Et à travers tout cela, à travers toutes les explications que je viens de donner au cours de votre émission, comprendront qu'ils devraient nous rejoindre pour mettre un terme à ce régime parce qu'ils n'ont plus rien à donner aux Congolais. Ils ont montré leur médiocrité et leur incompétence. Voilà, la radio de la communauté, vous voyez, nous venons donc de suivre, dirait-on, religieusement notre ami Guy Mafimba qui a expliqué de façon pédagogique la dette du Congo. D'où vient cette dette, mais d'une anarque. Le mot, on ne l'a pas risqué. Voilà, il vient de vous démontrer qu'effectivement, il y a eu de la facturation, des stratégies montées de toutes pièces pour se faire remplir les poches et garder les Congolais dans la misère. Merci Guy donc d'être venu. Et peut-être un tout dernier mot, hein. Guy, on a appris que le décès, vous avez affiché le décès de Camille Bongou. 60 secondes pour parler de lui quand même, avant de partir. Ben, j'aurais dû commencer par M. Camille Bongou, que je connais comme un aîné. Je connais la famille. Et on vient de finir là une émission en mettant l'accent sur la médiocrité, le vol, la dépravation des mœurs des cadres du PCT et du PCT en général. Et M. Camille Bongo était c'est un peu ces grandes figures qui partent, pas au bon moment, parce que c'était la figure qui incarnait l'intégrité, qui incarnait le sens du combat des idées, le débat contradictoire. N'oubliez pas que c'est un ancien M22 et c'était un peu le PCT du peuple que nous avons connu. Et donc, c'est un regret, c'est une perte
en même temps un intellectuel. Et j'ai eu la chance, en tout cas, d'échanger souvent avec lui. Et c'est une perte, c'est dommage. C'est dommage Voilà, pour notre pays que les grands hommes partent. un esprit critique qui était donc qui faisait partie de la société congolaise de philosophie. Hein, voilà, là-bas au Congo, au Brazzaville, c'est regrettable. Alors, merci donc Guy d'être venu. Merci. Nous reviendrons sur ce plateau parler finalement de l'affaire des mines. Nous allons fouiller tous les dossiers sur le ministre Peter. Vous l'appelez Peter hein, là-bas. Peter, ouais, le vieux voilà, Peter. C'est notre, voilà, vieux, c'est voilà. notre vieux de Winnie. Voilà, donc Peter, nous allons mettre les projecteurs de la radio de la communauté sur vous dans quelques semaines et parler de tout ce que vous faites là-bas. Hein. Alors, merci à tous ceux qui étaient connectés. Nous avons pu voilà, sécuriser le direct, Guy, et tout c'est bien donc terminé. Merci à tous les amis qui aiment bien notre radio. Mettez des likes, abonnez-vous massivement à cette radio pour en faire une radio véritablement panafricaine. Bye bye. Merci, au revoir.